Merci Jean-Baptiste. Et encore une fois, merci de la qualité de votre écoute qui va continuer et se renforcer puisque c'est Cédric O qui va maintenant venir me rejoindre sur scène. Où nous allons rester debout. Tu es jeune. Et toi aussi, Stéphane. Tu me supporteras. Voilà. Cédric, donc, ancien ministre, secrétaire d'État, ministre Secrétaire d'État. Secrétaire d'État, ancien secrétaire d'État et cofondateur de Mistral, AI, IA. Dans quel sens vous le mettez d'ailleurs IA, AI, tiens, ce serait une bonne question. On dit Mistral AI, puisqu'on est une entreprise internationale. Eh ben voilà, ouais, ah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, et justement, on va ensemble faire un petit peu le tri entre notre ressenti, d'une certaine manière, autour de ce qui se passe, l'ensemble des annonces que fait Cégide, et puis toi, ce que tu fabriques, ce qui est aujourd'hui au cœur de la technologie. La grande question, comment est-ce que toi tu vois les choses? Est-ce que l'intelligence artificielle, c'est la machine à vapeur ou l'électricité? Est-ce que c'est une révolution d'une ampleur comparable? Merci d'abord à Cégide de nous réunir tous aujourd'hui. Je pense que la question que tu poses, elle est complexe, mais ma réponse en un mot, c'est oui. Enfin, oui. Moi, je suis persuadé que c'est proche de la révolution qu'on a connue à la fin du 19e et au début du 20e. Ouais. Et ça va même potentiellement un tout petit peu plus loin. Alors on aura peut-être l'occasion d'aller un peu dans les détails, mais oui, bien sûr. Je pense que ce qui est intéressant, et si vous avez bien écouté le speech de Jean-Baptiste, c'est que dans le fond, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle générative? Donc l'IA générative, c'est ce qu'on a vu émerger depuis ChatGPT, donc depuis près de 2-3 ans. Je pense que le meilleur parallèle, c'est la vapeur, l'électricité, tout ce qu'on a connu à la fin du 19e, début du 20e. Ça a entraîné une automatisation des processus manuels qui dure depuis maintenant plus d'un siècle. Tout à fait. On a pris les processus manuels. Singulièrement, on pourra faire le parallèle. Ceux qui ont été le plus faciles à automatiser, c'est ceux qui étaient répétitifs. Tout à fait. Et normalisables. Donc, depuis un siècle, on se concentre là-dessus. C'est ce qui a changé notre monde, parce que ça a fait l'industrie à la chaîne. Et l'ensemble des entreprises du monde telles que nous le connaissons. Et ce qui se passe depuis maintenant à peu près 2 ans, et ce qui, je pense, va se passer dans les années qui vont venir, c'est qu'on assiste à l'automatisation des processus intellectuels. Ouais. Donc on a fait l'école bleue, et maintenant ça arrive dans le domaine des cols blancs. Ouais. Tu tiens, je crois, à séparer l'immédiat, le court terme, du long terme, justement dans les impacts de l'intelligence artificielle. Oui, parce que si on file un peu la métaphore, c'est assez intéressant. Parce que dans le fond, quand on regarde ce qui s'est passé fin du 19e, début du 20e, donc en fait, d'abord, c'est pas qu'une seule révolution, c'est un ensemble de révolutions. Donc il y a la vapeur, il y a l'électricité, il y a la chimie, il y a ce qu'on va découvrir dans l'aéronautique, etc. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ces éléments-là se répondent. Absolument. Mais ce qu'on voit dans le numérique, c'est assez proche, en fait. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué, mais il n'y a pas que l'IA. L'IA, évidemment, c'est un élément important, mais on voit des choses qui se passent dans le spatial, on voit des choses qui se passent dans la biotechnologie, on voit des choses qui se passent dans le quantique. Et c'est pas le sujet du jour, mais par exemple, au croisement entre l'intelligence artificielle et la biotechnologie, donc par exemple dans la recherche médicale, ce qui se passe est absolument fascinant. Et donc, pourquoi je fais ce parallèle-là? Non, mais c'est fascinant. Par exemple, je crois que les exemples que tu peux donner sont passionnants sur les études cliniques, sur des choses comme ça. C'est complètement dingue. Les temps de développement de médicaments, parce qu'on utilise de l'IA, parce qu'on va utiliser parfois de la simulation, qui est un peu différent, qui est assez différent de l'IA, ils sont divisés par 10. C'est ça. On découvre. Je vais vous donner un exemple parce que je le trouve fascinant. C'est ce que fait AlphaFold, donc qui est l'algorithme qui a été développé par DeepMind, qui est une filiale de Google et qui a reçu et dont le fondateur a reçu cette année le prix Nobel. C'est-à-dire que cette année, le prix Nobel de le prix Nobel de chimie et le prix Nobel de sciences de la vie n'ont pas été décernés à des chercheurs en chimie et en sciences de la vie. Ils ont été décernés à des chercheurs en intelligence artificielle. Ouais. Ce qui dit tout. Ouais. Donc, en 2 mots, qu'est-ce qu'a fait DeepMind? Jusqu'ici, pour modéliser la forme d'une protéine, donc vous avez un code génétique et vous devez modéliser la forme de la protéine, il fallait 4 à 5 ans à une équipe de 5 personnes. Et il y a des millions de protéines dans le monde. En utilisant l'intelligence artificielle, ça leur a pris quelques années pour modéliser la taille de l'ensemble des protéines qui existent dans le monde.
C'est vous dire l'effet d'accélération. Et quand on modélise la forme des protéines, en fait, vous modélisez donc les interactions entre les protéines et vous pouvez découvrir de nouveaux médicaments, énormément de choses. Donc, ce qui se passe, je vais revenir à mon propos et à ta question, mais ce qui se passe à la croisée entre divers ruptures technologiques est absolument fascinant. Et donc, si on reprend le parallèle, l'électricité, ça commence au 16e, enfin 17e plutôt, et puis après ça se développe 18e, 19e. La vapeur, ça commence plutôt 18e, et en fait, ça se développe 19e, 20e. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est pas parce que les technologies émergent que la société va les mettre en œuvre de manière systémique. D'ailleurs, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. On a l'impression dans les médias, on en parle tout le temps, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, 3% ce qui était dit tout à l'heure par Jean-Baptiste, 3% des dirigeants de PME. Pourquoi? Parce qu'il faut que les organisations s'adaptent pour que la société les mette en œuvre. Ce qui a permis de faire changer notre société, c'est l'organisation de la société industrielle. Or, elle a mis un certain temps à apparaître. Très exactement, parce que j'ai regardé ça de près, il y a 40 ans entre l'ampoule d'Edison et la première usine électrique de Ford. Voilà, il y a 40 ans. Il faut le temps d'une génération. Mais en fait, il faut séparer les temps. C'est-à-dire qu'il y a l'effet waouh de l'apparition de la technologie. Et dans ces cas-là, on a souvent tendance à surestimer les changements de court terme et à sous-estimer les changements de long terme. Je pense que c'est assez vrai pour l'intelligence artificielle, avec une petite différence, c'est qu'il y a certains secteurs et certains domaines où, pour le coup, le changement va extrêmement vite. Je prends un exemple qui est le monde des développeurs. Donc, moi, j'ai effectivement été cofondateur de Mistral, j'ai créé une entreprise depuis. Dans le monde du code, on estime que le gain de productivité qui est arrivé, mais en une nuit quasiment, est de l'ordre de 20 à 40%. 20 à 40%, c'est énorme. Ça veut dire que vous faites en 4 jours le travail que vous faisiez, enfin pour 20%, donc le plus bas, vous faites en 4 jours le travail que vous faisiez en 5 jours. Aujourd'hui chez Mistral, aujourd'hui chez Marshmallow, donc mon autre boîte, nos codeurs et nos types qui font de l'IA, donc pour développer de l'IA, ils utilisent de l'IA. Ils utilisent au jour le jour des outils comme Cursor ou la transformation des IDE traditionnels, donc les environnements où vous développez. Donc il y a certains secteurs où ça va aller extrêmement vite. La plupart des secteurs et la société telle que nous la connaissons, ça va mettre plus de temps. Mais ce qui est vraisemblable, c'est que l'ampleur du changement technologique est telle que ça va être extrêmement fort dans les années qui viennent. Ce qui fait d'ailleurs que, pardon, je suis un peu long, mais il y a beaucoup de débats entre les économistes. C'est intéressant parce que les économistes se battent pour savoir si, à la fin, on va retrouver dans les gains de productivité, chose que tu connais par cœur, etc. À court terme, probablement assez peu. Néanmoins, ceux qui vont l'adopter plus vite iront plus vite que leurs concurrents. Et donc, je pense que pour tout dirigeant de PME, pour tout dirigeant de start-up, moi aujourd'hui je suis CEO d'une start-up, c'est un facteur de stress. Est-ce que les autres vont être plus efficaces que moi? Est-ce qu'ils vont gagner 7-8% de productivité? Pardon, je fais un aparté. Je discutais avec le CEO d'une grande entreprise dans le domaine de l'automobile. Rien à voir avec l'école blanc. Il disait aux bornes de mon entreprise, donc l'entreprise du CAC 40, c'est 8% de productivité. 8% de productivité, c'est énorme. Alors que lui-même n'est pas dans le... Non, juste pour dire, on gagne péniblement 1,5 à 1% de productivité par an depuis les dot-com, quoi. Allez, voilà, depuis le début du 21e siècle. Et donc, bottom line, il y a certains secteurs qui vont changer très vite. Au niveau de la société, ça va prendre plusieurs années pour que ça change, mais il faut s'attendre à ce que ça change la vie de tout le monde. Mais il faut s'attendre. Mais justement, quelle échéance? L'ensemble de ceux qui sont dans cette salle, Bruno le disait en commençant en fait cette matinée, la technologie avance très très vite. Les métiers finalement se transforment assez peu. Moi, il se trouve qu'effectivement, on anime des cercles d'utilisateurs au sein des fonctions finance. Combien de directeurs financiers m'ont raconté que, oui, ils avaient mis à la disposition de leurs équipes des systèmes modernes, mais que derrière, les gars allaient vérifier sur Excel si le système donnait bien le bon résultat. Et donc, il dit, les gains de productivité, je les cherche pour l'instant encore, tu vois. La fameuse phrase de Robert Solow, hein, les ordinateurs sont partout, sauf dans les statistiques. Voilà, absolument. Mais c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que, je vais prendre un exemple que je racontais à Bruno tout à l'heure. Il se trouve que donc moi, j'ai créé une entreprise, on est dans l'entreprise de consommation, on développe et on va vendre des produits. J'ai fait des qualis. Donc je me suis dit, donc on a fait des qualis, des entretiens qualitatifs avec des clients, 12 entretiens qualitatifs, 1h30.
Donc j'avais 12 fois 1h30 de vidéo. Je me suis dit, bon, donc l'agence faisait l'analyse des vidéos, je me suis dit, je vais quand même faire ce que je prêche, donc je vais faire extraction des verbatims, donc ce que disaient les gens par intelligence artificielle, puis traitement par intelligence artificielle. J'y ai passé 6-7 heures, ça prend quand même du temps pour le faire, et pour être transparent avec vous, à la fin, je me suis dit, mon niveau de certitude sur ce que me dit l'IA est insuffisant pour que je puisse l'industrialiser. Mon estimation, c'est qu'il fallait que j'y passe 7 ou 8 heures supplémentaires pour pouvoir faire en sorte que j'ai mis en place un système. Alors c'était plutôt un système technique ou un système où je m'organisais avec ce que la technique me donnait pour pouvoir être sûr de ce qu'il y avait dedans. Pour 10 fois ou 12 fois 1h30, c'était pas, enfin, le gain investissement de temps et efficacité était insuffisant. Si j'avais eu 100 entretiens, c'était même pas une question. Ouais. Pourquoi je raconte ça? C'est que c'est comme toujours dans les changements technologiques. Le sujet, c'est pas un sujet de technologie. C'est marginalement un sujet de technologie, ça va arriver. Je veux dire, oui, l'IA, elle se trompe encore relativement souvent. Je pense qu'elle va continuer à se tromper. On va passer de 10% à 1% ou à 0,1% d'erreur. La question, c'est comment est-ce qu'on fait évoluer nos organisations pour faire en sorte qu'on intègre toute la puissance de la technologie. Il est évident que les fonctions finance vont profondément changer. Je ne crois pas du tout que ça fera disparaître l'humain. Parce que on ne peut pas être... le dernier mile, le dernier kilomètre, les derniers mètres, ils sont obligatoirement faits par l'humain. Ouais. Moi, quand j'utilise l'IA tous les jours pour écrire des textes, pour résumer des textes, pour me dire ce qu'il y a dans des textes, quand j'écris par exemple une intervention, ça va me faire mon premier jet, ça va me retravailler mon truc, ça va faire 80% du travail, ça ne fait jamais 100%. Et donc toute la question, c'est comment on transforme une organisation pour utiliser la puissance et le gain de temps que représente cette technologie, qui est indéniable, tout en faisant en sorte de limiter les risques. Et donc, on aura tout le gain de cette technologie dans les organisations le jour où on aura trouvé les organisations qui vont avec. Alors justement, comment est-ce qu'on les transforme? Et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Alors, je dirais qu'il y a deux choses qu'il ne faut pas faire. D'abord, il ne faut pas ne pas y aller, il ne faut pas y aller trop vite. Il ne faut pas ne pas y aller, c'est que je pense que la pire erreur, et je pense que c'est également vrai pour un patron de petite entreprise, c'est de se dire « Ah, c'est compliqué, je le laisse de côté et je verrai bien le moment ». Je pense qu'il y a quelque chose d'extraordinaire avec l'IA générative. Tu sais ce que c'est aussi la définition quand même d'un patron, Cédric, d'un petit patron de PME, c'est « j'ai pas le temps ». Mais le gars, il n'a pas le temps, il est sous l'eau, quoi. Tu sais, moi là, j'ai créé une entreprise il y a 8 mois. Eh ben, tu le sais, oui, mais tu es dans le secteur. J'ai 20 employés. Et je fais des choses qui vont du très stratégique à aller acheter le café. Et ce matin, mon sujet, c'était on va déménager, donc il fallait que j'achète les tables et les chaises. Donc j'étais sur Ikea.fr à faire mes commandes. Bref, donc je vois bien ce que c'est que la vie d'un patron d'entreprise et l'occupation. Je pense que là, on parle quand même du fait d'être aussi efficace que les concurrents. Donc il y a une question il faut qu'il aille regarder. Il faut essayer. Ce qui est extraordinaire avec cette technologie, c'est que vous pouvez aller sur Mistral ou ChatGPT et tester vous-même. Vous pouvez lui donner un mail auquel répondre, vous pouvez lui donner un tableau Excel à analyser. Et vous pouvez tout de suite voir les choses. Et je pense que le pire serait de se dire, soit parce que j'en ai peur, soit parce que je ne comprends pas, je ne teste pas. Non, c'est facile. Ça interagit. Ce qui est extraordinaire avec cette technologie, c'est qu'on peut interagir en langage naturel. Donc on peut lui parler comme on parlerait. Y compris poser des questions sur sa boîte, sur son secteur d'activité. Et ça, je pense qu'il faut y aller. Et ensuite, je pense qu'il faut y aller de manière structurée parce qu'évidemment, il y a des sujets sur les données, sur la sécurité. Je pense que ce que fait Cegid, c'est extrêmement bien parce que ça apporte, dans des cas d'usage extrêmement concrets, tout l'intérêt de l'intelligence artificielle. Mais moi, je vous invite à tester les outils, à poser des questions sur vos propres vacances, à poser des questions sur le droit applicable. Moi, je fais ça toute la journée. Je pense que j'utilise beaucoup moins les avocats que l'aurait fait un chef d'entreprise il y a quelques années. Je veux dire, quand j'ai une question, je pose la question. Ça va beaucoup plus vite. Et j'ai une réponse qui est vraie 95% du temps. Il faut juste savoir que c'est 95% du temps, faire un rapid check. Mais j'ai gagné quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros. Ça va vous faire gagner sur des sujets comme les sujets légaux ou les sujets de déclaration ou les sujets d'analyse de texte. Ça vous fait gagner tout de suite quelques centaines d'euros. Et pour un chef d'entreprise qui lance une boîte, c'est pas négligeable. Non, et puis tu dis, tu as 95% de bonnes réponses avec les systèmes d'intelligence artificielle. Avec les avocats, tu as quel pourcentage de bonnes réponses, hein? Ça c'est ce qu'on dit jamais. C'est qu'on demande... Hein? Je vais vous raconter une histoire sur ce truc-là parce que c'est sur toute la question de l'automatisation. Ça pose la question, par exemple, de notre rapport à la machine. Il se trouve que moi, j'ai fait des allers-retours entre public et privé. Avant d'être entrepreneur, donc ministre. Avant d'être ministre, je travaillais dans une très grande entreprise française qui est Safran. Donc chez Safran, je faisais des moteurs d'avion. J'étais dans le département production. Vous savez qu'un avion, on a très peur de l'avion automatique. Un avion, ça se plante systématiquement pour une erreur du pilote.
c'est jamais la technique qui plante l'avion. Donc ça, c'est pour dire que, en fait, et les voitures autonomes, bien sûr, de temps en temps, elles écrasent des personnes, mais elles écrasent beaucoup moins de personnes que les conducteurs. Que les gens. Ouais. Donc, c'est pour dire que c'est vrai. Il faut intégrer. Ce ne sont pas des systèmes infaillibles, et c'est normal qu'on ait plus d'exigences vis-à-vis d'un système que vis-à-vis d'un être humain. Ouais. Mais il faut intégrer cette possibilité de défaillance dans des organisations qui permettent d'en tirer tout le profit. C'est pour ça que tu parles de culture quand tu parles de l'IA. Tu dis assez souvent, c'est une forme de culture. Donc c'est quoi? C'est exactement ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire une réflexion, finalement, faire tourner nos méninges autour de l'ensemble des questions qui sont posées par ce qui est en train de se passer? Je pense que le changement technologique et les changements d'organisation, c'est jamais des problèmes technologiques. Ouais. Je vais prendre une autre parallèle qui, moi, m'a beaucoup frappé. Donc, quand j'étais chez Safran, je m'occupais de la transformation numérique de l'entreprise. Et je l'ai fait à 2 niveaux. Je l'ai fait tout en haut, dans la direction industrielle. J'étais adjoint du directeur industriel groupe. Et ensuite, je suis parti dans les usines. Ce qui m'a frappé, c'est que chez Safran, donc dans l'industrie aéronautique, le problème, c'est l'automatisation. Donc, il y a une forme de parallèle, c'est que l'industrie aéronautique, c'est des faibles cadences, et donc ça a mis assez longtemps à être automatisé, et maintenant, on entre dans des moments où on va mettre des cellules qui vont automatiser le travail des ouvriers au quotidien. Le problème de la transformation, ce n'était pas les ouvriers. C'est-à-dire que les ouvriers, les opérateurs, les compagnons, ils avaient très très bien compris ce qui était en train de se passer. Et d'une certaine manière, ils y voyaient un grand intérêt. C'est-à-dire qu'eux, ils n'avaient plus à porter les pièces, ils n'avaient plus à charger des pièces, truc qui était pénible à bien des égards. Ils devenaient des pilotes d'installation automatique. C'est à peu près la transformation qu'on voit actuellement. Le problème que posait la transformation, c'est que comme ils devenaient des pilotes d'installation automatique, le middle management, c'est-à-dire les agents de maîtrise, dont le job était jusqu'ici de prévoir l'arrivée des pièces, quand est-ce qu'elles arriveraient, quand elles repartiraient, comment on allait organiser la production, se retrouvaient pris en étau entre des opérateurs qui montaient en compétences et le management d'au-dessus. Et donc, le fond du sujet était un sujet, mais en fait, qu'est-ce que va devenir notre organisation? Et donc, je pense que dans l'ensemble de la société, c'est cela. La technologie, elle avance. Ce qui est difficile de transformer, c'est la culture et les organisations. Alors, question presque autant d'ailleurs aux citoyens et anciens responsables politiques qu'à l'entrepreneur. Microsoft est là avec nous dans la salle, mais est-ce que l'Europe a une chance dans cette bataille par rapport à la puissance américaine? Et d'abord, est-ce que j'ai raison de parler de bataille? Alors, bataille me semble un peu exagéré, mais il y a une dynamique de puissance. C'est-à-dire, dans le fond, la France a la prospérité, le monde qu'on connaît, parce que nos grandes entreprises sont issues de la première, si vous réfléchissez bien, d'où viennent les très grandes entreprises du CAC, première évolution industrielle. Ce qui d'ailleurs montre tout ce qu'on a été capable de faire à l'époque et ce qu'on n'a pas fait depuis, si vous me permettez. Mais est-ce qu'on peut participer à cette révolution? Bien sûr. La réponse est très claire. Bien sûr. Le premier élément, c'est que d'abord, c'est une révolution d'intelligence humaine, avant d'être une révolution d'intelligence artificielle. Ce sont des gens qui font ces algorithmes, ce sont des gens qui développent ces entreprises, ce sont des gens qui améliorent l'intelligence artificielle au jour le jour. Il doit y avoir aujourd'hui dans le monde, je sais pas, 2000 ingénieurs, chiffre au débeauté comme ça, mais en termes d'ordre de grandeur, qui maîtrisent l'intelligence artificielle générative, donc cette dernière version de l'intelligence artificielle. Peut-être 3000 maintenant, ça a un peu augmenté. Dans ces 2000 ou 3000 personnes, je pense qu'il y a, allez, je dirais 40% d'Européens et 10% de Français. Donc on a la matière première, on a les gens qui savent le faire. Une partie d'entre eux, il est vrai, travaillent pour des grandes entreprises américaines dans la Silicon Valley où ils sont payés extrêmement cher. Aujourd'hui, ce sont les nouveaux traders. Toute la question, c'est comment on fait pour donner envie à ces gens-là de venir en France et de développer de la valeur en France. Mais Mistral, l'histoire de Mistral, qu'est-ce que c'est? C'est, je me mets de côté, 3 chercheurs parmi les meilleurs du monde qui travaillaient 2 chez Facebook et 1 chez Google, chez DeepMind, l'entreprise dont je parlais tout à l'heure, qui se disent franchement, la France a évolué, maintenant on peut entreprendre en France, on va quitter ces très grandes entreprises où on est payé des ponts d'or pour aller créer une boîte en France, les pieds à Paris, qui a une ambition internationale et qui va rivaliser avec les grandes entreprises américaines. Ça, moi, je trouve que c'est extrêmement enthousiasmant. C'est qu'aujourd'hui, il y a plein de jeunes. Je veux dire, aujourd'hui, le paysage français de l'intelligence artificielle, il est foisonnant. Il y a plein d'entrepreneurs, il y a plein de chercheurs qui se disent « OK, on peut entreprendre en France et on peut réussir en France et en Europe ». Et ça, je pense que c'est un excellent message d'espoir.
Manque juste un président de la République pour orchestrer tout ça. Pardon, j'aurais pas dû dire ça. Ça, c'est plus mon problème. Ouais, voilà, exactement, c'est plus ton problème. On va peut-être prendre, je sais pas, oui, je pense qu'on a, et puis le temps tourne très vite. Donc peut-être que, alors, cette fois-ci, nous avons des micros. Donc on se modernise sur l'ensemble des questions que vous pourriez avoir à poser. Réfléchissez-y, effectivement, il y a des micros dans la salle qui vont pouvoir venir vous rejoindre. Pendant que l'audience réfléchit à une éventuelle question, forcément, c'est-à-dire à un moment, donc ces allers-retours, tu as goûté, je ne sais pas si c'est le terme d'ailleurs, hein, tu t'es dit je vais aller au bout sans doute du concept de la souveraineté et de la façon dont je peux m'impliquer pour faire progresser mon pays, et donc tu te retrouves à fond dans le jeu politique. Ça t'a vacciné, c'est-à-dire il y a un moment où on se dit l'action. Non, mais c'est une question sérieuse que je pose, hein, parce que tu vois par exemple le sujet de la transition énergétique aujourd'hui. On voit bien que peu à peu les États vont sortir de l'ensemble des injonctions qui font peser sur les entreprises. Eh ben, ce sont les chefs d'entreprise qui vont les prendre en main, en fait, l'ensemble de ces enjeux, et je crois que ce sera beaucoup plus efficace. Donc c'est une question sérieuse. Est-ce que tu penses que tu es plus utile à changer la société là où tu es maintenant? Alors, plus utile, je ne sais pas. Aussi utile, j'en suis persuadé. Ouais. Deux remarques. Un, d'abord, moi, je pense que la politique, ça ne devrait pas être un métier. Et s'il y a une chose que j'ai aimée en 2017 dans les promesses d'Emmanuel Macron, ne parlons pas du reste, c'était le fait que la politique devait être un engagement et pas un métier. C'est-à-dire qu'on devait pouvoir avoir une carrière de chef d'entreprise, une carrière d'employé, une carrière de médecin, une carrière de prof, avoir une très belle carrière, donner 3-4 ans de sa vie à l'État, moins payé quand on est chef d'entreprise, mais ce n'est pas le sujet, et revenir ensuite retourner dans son emploi. Et ça, je pense que c'est, dans la crise démocratique qu'on vit, c'est indispensable. Ouais. Je pense que le fait que la politique soit un métier éloigne les politiques des citoyens. Et deuxièmement, fait un problème, c'est que si votre métier, c'est d'être élu, mais alors votre premier incentive, c'est d'être réélu, puisque votre métier dépend de l'élection. Ce n'est pas de faire ce qu'il faut, c'est d'être réélu. Et ça, j'en étais persuadé. Donc moi, je me suis appliqué cette règle. Il se trouve que j'étais donc chez Safran, j'ai rejoint Emmanuel Macron en 2017, je suis reparti en 2022 en ayant dit dès 2021 que je repartirais, que c'était super, j'ai adoré, mais je repartirais. Donc ça, je pense que c'est une première chose. Et pourquoi je suis reparti? Pour plusieurs raisons, notamment familiales, mais pour une autre raison, c'est que j'ai adoré ce moment, quand vous êtes ministre du numérique, vous traitez la régulation, le développement économique, des sujets comme la couverture numérique du territoire, c'est incroyable. Mener des négociations au niveau européen sur la régulation européenne, développer la French Tech comme tu l'as vu, c'était incroyable. Mais il y avait une chose qui me frustrait, c'est que moi je faisais le cadre et l'environnement. Je faisais jamais des choses avec mes mains. Et j'avais envie d'aller faire des choses avec mes mains. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai bougé. Et par ailleurs, tu le disais tout à l'heure, alors je ne parle pas de la personnalité semi-politique d'Elon Musk, qui est très contestable. Mais je fais partie de ceux qui pensent que Tesla a plus fait pour la transition énergétique que bon nombre de politiques publiques. Ouais. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, non seulement on peut avoir une action politique, moi je trouve que ma nouvelle boîte elle est dans l'IA et l'éducation. J'estime que, je ne fais plus de politique, mais j'estime que c'est la continuité de mon engagement de politique publique. Mistral, c'est la continuité de mon engagement de politique publique. Et je pense qu'on peut changer le monde quand on est entrepreneur, tout autant que quand on est politique. Alors, est-ce que vous avez des questions? Bonjour. Bonjour. En fait, avec l'IA, ce qui est un peu atypique, je trouve, c'est qu'on demande souvent « j'ai envie de mettre de l'IA ». Et l'informatique doit répondre à cette problématique-là, alors qu'avant, on va dire dans le monde traditionnel, c'est « j'ai un besoin, ok, et je vais te répondre par l'informatique ». Et moi, dans mon entreprise, on m'a dit « Ludovic », je m'appelle Ludovic, bonjour Ludovic. Bonjour, mets l'IA dans l'entreprise. Et moi, je suis adjoint de SI, je me dis « ouais, mais c'est quoi ton besoin ?» Mettre l'IA. Et qu'est-ce que vous conseillez du coup pour dire c'est quoi la bonne approche, que les gens vont être perdus? Oui, bon, je peux faire du résumé de réunions, trucs comme ça qui sont assez basiques, mais sinon ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous conseillerez pour justement entraîner les personnes à mettre l'IA qui se rapprochent du 3% des PME mettre de l'IA dans les entreprises, parce que c'est super compliqué et il n'y a pas spécialement de besoin métier à côté. C'est crée-moi quelque chose. Ouais.
C'est une super question. Alors, d'abord, ça arrive à toutes. Enfin, Stéphane, je pense que tu seras d'accord. Ça arrive à toutes les générations technologiques. À un moment, il fallait mettre de la VR. Ensuite, il fallait mettre j'en sais rien, de la blockchain, etc., etc. Ça, c'est l'écume des jours. Ça va passer. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de cas d'usage réel et s'il n'y a pas de gain de productivité ou de gain de quoi que ce soit, bon, ça va passer parce que c'est juste une question de mode. Ce dont je suis persuadé, c'est que dans le fond, ce sont les cas d'usage qui vont complètement transformer ce monde. Ce n'est pas l'IA en tant que tel. Je veux dire, en fait, l'IA, c'est qu'un moyen. Pour répondre précisément à votre question, comment réagir? D'abord, je pense que de manière systémique, c'est assez simple, puisque c'est de l'automatisation de processus intellectuels. Là où il y a du process, HR, finance, enfin RH et finance, back-office, administration, il y a forcément quelque chose à faire. C'est le premier élément. Et c'est là que les gains seront les plus évidents. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que moi, je vous conseille de demander aux demandeurs de tester eux-mêmes et de commencer par l'utiliser eux-mêmes dans leur vie de tous les jours. Ils verront assez vite là où ils ont envie de le mettre et là où ça peut faire gagner, du potentiel. Je pense que effectivement, il faut se battre contre le côté un peu comité de direction. Bon, on me dit qu'il faut mettre de l'IA, donc il faut mettre de l'IA. Une forme pour d'injonction. deux raisons. D'abord parce que effectivement, ça doit être drivé par les cas d'usage. Et deuxièmement, parce qu'il ne faut pas se mentir, ça ne va pas supprimer les emplois. Ça, j'y crois pas un seul instant. Ça va transformer les emplois et ça va transformer les organisations. Et parce que ça va transformer les organisations, ça ne marchera pas s'il n'y a pas un leadership extrêmement fort du management. Parce qu'à un moment, ça va perturber l'organisation actuelle des entreprises. Bien sûr. Et donc, il faut que moi, j'interviens souvent devant des COMEX du CAC 40 ou devant des réunions de chefs d'entreprise, je leur dis c'est votre problème. Ce n'est pas le problème de la DSI. Si ce n'est pas votre problème, ça ne marchera pas. Une autre question? Madame là-bas. Bonjour. 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 Donc, une question toute simple. Comment évaluez-vous le potentiel de Mistral dans la transformation de solutions finance de Cegid? Alors, énorme. Si je réponds un mot. Nous, c'est assez simple. Le secteur avec lequel on a le plus de revenus et qui tire le plus le développement de l'intelligence artificielle de manière générale, parce que ça ne se limite pas à nous, c'est le domaine financier. Ça va dans des cas extrêmement différents. Ça peut aller de la banque au hedge fund. Mais si je prends un exemple qui n'est pas le nôtre, par exemple celui d'OpenAI, pour prendre un exemple qui n'est pas celui de Mistral, je crois qu'OpenAI a signé un accord de revenus de 45 millions d'euros par an avec JP Morgan. Ça donne oui, mais c'est avec les traders. Je pense que la question, c'est plus les fonctions finances des entreprises. Je ne me trompe pas, madame? Avec Cegid. Alors, on n'a pas encore commencé la négociation avec Cegid. Non, ouais, voilà. mais en fait, ce que vous voyez là, les exemples de je pose des questions, j'ai un agent à qui je vais te demander est-ce que tu peux me faire la déclaration et qui lui-même va aller ouvrir le logiciel de déclaration d'absence ou qui va ouvrir le logiciel d'interfaçage avec l'administration. Ça, aujourd'hui, c'est exactement ce que fait Mistral. Alors, je ne crois pas que ce soit Mistral qui soit embarqué ici. On aura une petite discussion avec Bruno après. Merci d'ouvrir la discussion commerciale. C'est les clients, c'est pas moi. Mais on fait exactement ça. C'est-à-dire l'intelligence artificielle derrière qui est embarquée, c'est nous. Donc nous, on va le développer soit avec des clients finaux. Par exemple, on a signé un accord de 100 millions d'euros sur 5 ans avec CMA-CGM. Donc on va aller développer, par exemple, dans la gestion administrative, dans la gestion des bateaux, dans la gestion de comment ils répondent à leurs clients. On va aller développer des outils particulièrement pour eux, où on peut s'adresser à des éditeurs de logiciels. Par exemple, je sais pas, si on prend Salesforce, on travaille avec Salesforce pour développer de l'IA qui est dans leur logiciel. Donc c'est typiquement ce qu'on fait. Tu sais, il va falloir l'une des innovations marketing les plus formidables de ces 30-40 dernières années, c'est Intel Inside. Tu sais, Intel bien Inside. Sûr, exactement. Il va peut-être y avoir un jour le petit Mistral Inside quelque part qui sera un gain de valeur pour celui qui l'intégrera. Autre question? Allez-y.
Bonjour. Bonjour madame. Moi, je voulais savoir, dans l'utilisation de l'IA, générative, pardon. Quand on l'utilise au niveau du particulier, qu'est-ce que chaque société ou chaque plateforme dans ces IA offre de différent? Par exemple, vous, c'est Mistral, il y a ChatGPT, il y a OpenAI. Qu'est-ce que vous offrez de différent si on fait une recherche sur chacune de ces plateformes? Alors, du point de vue du particulier, au-delà d'utiliser un outil de telle nationalité ou telle nationalité, il n'y a pas beaucoup de différence. Aujourd'hui, ce dont on s'aperçoit, c'est que la qualité des modèles, si vous prenez les 10 plus grandes entreprises du monde, qui vont OpenAI, Anthropic, Google, Meta, Mistral et quelques autres, quelques chinoises, est sensiblement la même. Si on est honnête, on peut considérer que OpenAI a toujours 1% de performance supplémentaire par rapport aux autres, mais en vrai, dans la vraie vie et dans les cas d'usage, ça ne change pas grand-chose. Donc, de votre point de vue, ça ne changera pas grand-chose. C'est assez interchangeable. La vraie particularité de Mistral, elle est double. C'est la deuxième qui est la partie du contexte géopolitique après. C'est que Mistral, on est les seuls à déployer des modèles on-premise et à permettre aux entreprises de les personnaliser. Sur site, on-premise, sur site. Aujourd'hui, si vous voulez utiliser OpenAI, vous utilisez des API, c'est-à-dire que les entreprises, les logiciels vont aller interroger le logiciel OpenAI qui est continué à être hébergé par OpenAI, parce que OpenAI ne veut pas donner son logiciel. Nous, on vous donne le logiciel. Et donc hébergé aux États-Unis, évidemment. Ouais, hébergé aux États-Unis, exactement. Nous, on vous donne le logiciel, c'est-à-dire qu'on peut aller le développer. Soit vous êtes chez un hyperscaler ou chez une entreprise qui vous fournit du cloud et on va le mettre chez eux. D'ailleurs, Microsoft, Google, Amazon vous donnent la possibilité d'utiliser Mistral à partir de leurs environnements, OVH, Scaleway aussi. Soit on va même le mettre dans vos systèmes. Et donc, pour toutes les entreprises qui sont des domaines régulés, la pharmacie, la défense, n'en parlons pas, la finance, il y a un très très gros avantage de Mistral dans ces domaines. Donc plutôt en B2B. Et après, l'autre différence, c'est qu'on est les seuls Européens, par ailleurs. Oui. Aujourd'hui, vous avez une dizaine d'entreprises qui fonctionnent, qui sont dans le premier niveau international. Et suite aux évolutions récentes géopolitiques, que ce soit en Chine, mais surtout aux États-Unis, au risque géopolitique que ça représente, parce que, je ne sais pas si vous avez vu, mais dernièrement, il y a un fournisseur de boîtes mail qui a bloqué les emails de la Cour pénale internationale parce que la Cour pénale internationale, parce que Donald Trump n'aimait pas beaucoup la Cour pénale internationale, donc il a demandé à un fournisseur de bloquer l'accès à la boîte email du procureur de la Cour pénale internationale. Donc il y a des risques extrêmement forts en matière géopolitique. Demain, qui sera prioritaire dans la capacité à avoir accès à cette technologie? On a de plus en plus de très grands groupes européens, pas seulement français, européens, qui, compte tenu de l'évolution des États-Unis, viennent voir Mistral en disant, en fait, nous, on a déjà notre cloud chez les hyperscalers, on a déjà notre suite bureautique chez les hyperscalers. Pour l'IA, on veut éviter cette nouvelle dépendance, et donc on va travailler avec vous. Très intéressant. Bonjour. Aujourd'hui, on a parlé beaucoup d'IA, de Cégide, mais en fait, on ne sait pas quelle est l'IA derrière, comment ça se passe. Donc, est-ce que c'est un problème d'avoir des solutions qui vous parlent d'IA? Derrière l'IA, il y a sûrement une autre solution qui n'est pas Cégide. Et en fait, il n'y a aucune communication là-dessus. C'est presque plus une question pour Jean-Baptiste que pour Cédric. C'est une bonne question, Jean-Baptiste. Alors, le micro, ils vont l'ouvrir. Vas-y. Oui, je vous remercie. Je vous remercie de l'avoir posé, oui. Bien sûr, il y a d'autres outils derrière. Alors, les outils sont très variés. Il y a beaucoup d'outils. Donc, avec plaisir pour rediscuter de ces éléments-là en détail sur quelle techno on utilise. Ce qui est sous-jacent, et je te repasserai peut-être la parole derrière, c'est que oui, en tant qu'éditeur, nous, on fait très attention avec quel partenaire on va. Parce qu'on a une dépendance techno, on a une dépendance économique qui peut être forte.
Donc il faut être hyper vigilant. Bon, aujourd'hui, on a principalement des modèles autour de ChatGPT et d'autres outils, hein, bien sûr. Ouais. Mais je vais le dire d'autant plus facilement que j'avais bien deviné que c'était pas. Je savais que c'était pas du Mistral. Il y a pas de risque. Enfin, vous n'avez pas de risque ni pour vos données ni pour quoi que ce soit dans l'intégration que fait aujourd'hui CJ de ChatGPT. Je ne vais pas vous cacher que je préférais bien évidemment que CJ travaille avec Mistral. Mais si votre question c'est de vous dire ils vont utiliser un logiciel ChatGPT, est-ce que c'est risqué? Honnêtement, non. Il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas de cela. Et je pense que c'est important. Je n'ai totalement conscience de la peur que peut représenter l'intelligence artificielle, l'espèce d'inconnu avec tous ces termes un peu ésotériques, ce côté anthropomorphique, mais est-ce que ça va remplacer l'humain, etc. Et je ne le veux pas du tout le mettre de côté. Il se trouve que quand je parle d'intelligence artificielle avec ma mère est une ancienne enseignante qui est à la retraite et qui touche 1 500 € de retraite, donc c'est pas du tout le même monde que moi. Oui, ça lui fait peur, enfin, elle est interrogative, elle comprend pas, elle me dit où est-ce que vont les données, etc., etc. Donc ça, je pense que cette crainte-là, elle doit être adressée, elle est inhérente à tout grand changement technologique, mais je pense qu'il ne faut surtout pas, notamment dans son rôle de chef d'entreprise ou dans son rôle de DAF ou de responsable des ressources humaines, ne pas y aller à cause de ça. Il faut tester doucement, à son niveau, parce que c'est par l'usage que les choses viennent. Je vous prends un exemple plus structurel. Il y a une étude qui a été faite par le ministère du Travail il y a 1 an et demi sur le déploiement de l'intelligence artificielle générative. Et donc, je vois que c'était dans un call center. Et donc, ils font une étude avant en disant est-ce que vous en avez peur? Est-ce que vous êtes hyper optimiste? Est-ce que c'est pas un sujet pour vous? Bon. De mémoire, je me trompe peut-être, je crois que c'était un tiers. Donc un tiers de gens qui avaient très peur, un tiers de gens qui étaient très optimistes et un tiers de gens pour lesquels c'était égal. Et ils ont mis l'intelligence artificielle dans l'organisation et ils ont refait le test après sur qu'est-ce que vous en avez pensé. Et ce qui est assez intéressant, c'est que il y avait un tiers de déçus et 2 tiers de contents. Bon, peut-être pas 2 tiers. On a enlevé 10% de gens qui étaient mécontents. Mais en fait, la plupart des gens qui en avaient peur et qui se disaient ça va me remplacer, je comprends pas comment ça se passe, étaient très contents. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, ils se sont rendus compte en l'utilisant que ce qui était inconnu et étrange pour eux était devenu en fait assez pratique. Et les personnes dont la satisfaction ou l'insatisfaction avait le plus baissé, c'était les gens qui en attendaient trop. Je trouve ça intéressant en fait. Ouais, c'est qu'il y avait des gens qui disaient je vais pouvoir complètement arrêter de travailler. Non, ça ne remplace pas l'humain. Ça remplace pas l'humain. Bon. Et donc voilà, je pense que la meilleure manière de surpasser ces craintes ou les incertitudes, c'est de l'utiliser. Merci Cédric, merci beaucoup de nous avoir accompagnés.